Le processus électoral à Madagascar reste menacé. Et pour cause, les trois candidats non grata, l'actuel président de la transition André Rajoelina, l'ex-première dame Lalao Ravalomanana et l'ancien président malgache Didier Rachtéraka, qui résistent à se retirer de la course vers le couronnement suprême. Une situation qui a amené l'Union européenne à proférer de nouvelles menaces de sanctions contre tout ce qui bloque la bonne marche du processus électoral dans la Grande Île. Si le blocage persiste, l'Union européenne est déterminée à adopter de concert avec ses partenaires internationaux des mesures restrictives ciblées exclusivement sur les personnes faisant obstacle au processus électoral et à la mise en œuvre de la feuille de route établie en vue de rétablir l'ordre constitutionnel à Madagascar, a prévenu la chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton. La totalité du plan de la communauté internationale afin de permettre la tenue des élections présidentielles et législatives cette année doit être mise en œuvre dans les 2 prochaines semaines, a exigé Mme Ashton. Joachim Chissano, médiateur en chef de la SADC, et Rantam Lamamra, représentant de l'Union africaine, à la tête du groupe international du Contact pour Madagascar JICM, ont clôturé leur mission samedi dernier par une conférence de presse. Au cours de la conférence, ils ont évoqué leur optimisme face à la tenue du scrutin pour cette année. Cependant, pour le retrait des 3 candidats contestés qui ont bénéficié d'un délai supplémentaire pour renoncer au fauteuil présidentiel, les médiateurs du continent ont renvoyé la balle à la nouvelle Cour électorale spéciale CES, dont les nouveaux membres devraient être connus au plus tard demain jeudi. Selon Joachim Chissano, le 2e tour de la présidentielle malgache se déroulera avant la fin du mois de novembre. Les futures élections générales de Madagascar sont censées sortir le pays de sa crise politique déclenchée en 2009 par le renversement de Marc Ravalomanana par le jeune maire d'Antananarivo, André Rajoelina, devenu depuis président non élu d'une transition devenue aujourd'hui problématique. Robert Mugabe aura 90 ans dans quelques mois, pourtant le temps ne semble pas avoir raison de ses réflexes de guerrier. Quelques jours seulement après sa réélection à la tête de l'État du Zimbabwe, le vieux warrior d'Harare revient à la charge et promet une intensification de sa politique d'indigénisation qui vise notamment à céder à des Zimbabwéens noirs la majorité du capital des filiales locales de groupes étrangers. Nous devrons approfondir et élargir l'indigénisation et l'émancipation économique des Zimbabwéens noirs, a déclaré le porte-parole de la majorité présidentielle ZANU-PF, Rugari Gombo. Elles doivent couvrir un large éventail de personnes, a-t-il poursuivi. Au cours des 5 prochaines années, le Zimbabwe va assister à un modèle de transfert de richesse unique qui va permettre à des gens ordinaires de prendre en charge leur économie, a assuré la ZANU-PF conformément à ses promesses de campagne. La politique d'indigénisation entamée en 2007 dans le pays vise surtout les entreprises appartenant à des étrangers qui valent au moins $1,5 million. Celles-ci doivent céder 51% de leur capital, soit 10% aux salariés, 10% à un fonds de développement des infrastructures dans les environs et enfin 31% à un fonds souverain national. Jusqu'à présent, les mines ont été les principales cibles. Pour le nouveau quinquennat du président Robert Mugabe, les banques étrangères sont les cibles prioritaires. La médiation internationale est nécessaire en temps de crise, mais lorsqu'elle tourne en pression internationale, elle devient une pilule amère. C'est du moins ce que pensaient les nouvelles autorités égyptiennes qui ont clairement exprimé leur mécontentement mardi au Caire, alors que le pays est devenu le théâtre d'un ballet diplomatique sans précédent. Le président intérimaire égyptien Adli Mansour a dénoncé à l'issue de sa rencontre avec les émissaires américains les remarques du sénateur John McCain sur la situation en Égypte, les considérant comme une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures du pays. Estimant que l'administration de Mohamed Morsi devait être critiquée, le sénateur américain a également affirmé que les circonstances de la destitution du président Morsi étaient un coup d'État. C'était une transition de pouvoir sans scrutin, a-t-il martelé. Des déclarations qui ont aussitôt provoqué l'ire du nouveau gouvernement. La présidence rejette les déclarations du sénateur McCain et les considère comme irresponsables et falsifiant la vérité, a déclaré le porte-parole de la présidence Mohamed El Meslemani à propos du bras de fer qui opposait les nouvelles autorités aux frères musulmans. M. Meslemani a déclaré que cela a dépassé les usages internationaux.
Accompagné de son collègue républicain Lindsey Graham, McCain est arrivé lundi au Caire pour une visite de 2 jours afin de rencontrer les protagonistes de la nouvelle crise égyptienne, l'armée et les frères musulmans. Bien avant les 2 sénateurs républicains, c'est le secrétaire d'État américain, adjoint William Burns, qui, depuis la semaine dernière, a multiplié les entrevues au Caire avec les 2 parties en compagnie de l'émissaire de l'Union européenne, Bernardino León, à la suite de la chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton. Depuis les Nations Unies, le secrétaire général Ban Ki-moon a réitéré son appel à la libération du président Morsi et à la réconciliation au pays des pharaons. Le parti pro-islamiste Ennahda ne fait plus l'unanimité en Tunisie. Ils étaient des milliers de dizaines de Tunisiens à avoir investi les rues de Tunis dans la nuit de mardi à mercredi pour exiger la démission du gouvernement dirigé par le parti au pouvoir Ennahda. Ennahda est accusé d'être responsable de l'essor des djihadistes par ses détracteurs qui réclament un gouvernement de salut national. Les manifestants réclament également la dissolution de la constituante dont les travaux sont suspendus depuis des mois. Ennahda rejette ces revendications, proposant en retour l'élargissement de la coalition gouvernementale et l'organisation des élections en décembre prochain, car selon le chef du parti islamiste Rachid Ghannouchi, dans les régimes démocratiques, les manifestations ne changent pas le gouvernement. La Tunisie ne cesse d'être le théâtre de violents affrontements et de conflits sociaux alimentés par la crise, un des déclencheurs de la révolution de 2011. C'est ce mercredi 7 août 2013 que la vingtaine de militaires et les 7 civils impliqués dans l'affaire des explosions de Mpila vont comparaître devant les tribunaux pour la 2e journée consécutive. En tout, 30 personnes sont jugées. La première audience du procès s'est achevée mardi en fin d'après-midi devant la cour criminelle de Brazzaville. Les 23 militaires dans le box des accusés sont inculpés d'incendie volontaire et atteinte à la sûreté d'État. Le principal accusé, selon l'acte d'accusation du tribunal, est le caporal-chef Kakom Kouak Blot. Il aurait mis volontairement le feu au dépôt de munitions. Les sinistrés de Mpila sont toujours en détresse et réclament du gouvernement congolais des abris plus sûrs, les tentes les abritant depuis le drame ne pouvant plus résister aux intempéries. L'explosion survenue le 4 mars 2012 dans le dépôt de munitions du camp des blindés de Mpila, un quartier à l'est de Brazzaville, avait fait officiellement près de 300 morts, plus de 2300 blessés et 17 000 sans-abri dont certains continuent de vivre dans des conditions difficiles. Le 11 septembre prochain, l'attentat de Benghazi aura 1 an. Mais aux États-Unis, des présumés responsables sont toujours poursuivis par la justice. L'un des responsables présumés de l'attaque contre le complexe diplomatique américain à Benghazi en Libye a été inculpé mardi par le ministère américain de la Justice. Première inculpation dans le cadre de l'enquête sur cet attentat survenu le 11 septembre dernier. Une douzaine d'autres personnes ont été identifiées sans toutefois être arrêtées. Une situation qui a provoqué la frustration des agents du FBI en Libye, navrés de la lenteur de l'enquête. En mai dernier, la police fédérale américaine FBI avait diffusé les images de 3 individus présents lors de l'attaque. L'attaque de Benghazi le 11 septembre 2012, alors que les États-Unis commémoraient le 11 septembre 2001, avait coûté la vie à l'ambassadeur américain en Libye Christopher Stevens ainsi qu'à 3 agents américains. Cet attentat avait alors déclenché une tempête politique sans précédent aux États-Unis, alimentée par l'opposition républicaine contre l'administration démocrate d'Obama en pleine campagne de réélection. En Iran, Hassan Rouhani veut boucler le dossier nucléaire dans les plus brefs délais. L'Iran est prêt à des négociations sérieuses sans perte de temps avec les grandes puissances du groupe 5+1 pour résoudre la crise du nucléaire iranien, a déclaré le nouveau président de la République islamique lors de sa première conférence de presse à Téhéran. Le programme nucléaire est une question nationale. Le gouvernement insiste sur les droits nucléaires conformes aux règles internationales. Nous ne céderons pas sur les droits de notre nation, mais nous sommes partisans du dialogue et d'entente, a ajouté le président Hassan Rouhani. Réagissant aux propos du nouvel homme fort d'Iran, Moscou a estimé qu'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran
alors qu'un nouveau président vient d'être investi, était contradictoire aux intérêts de la communauté internationale et de ses objectifs de non-prolifération nucléaire. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a récemment approuvé de nouvelles sanctions contre l'Iran, avec notamment des limites très strictes sur l'industrie pétrolière iranienne. Alors que le monde entier commémore ces derniers jours le 68e anniversaire du bombardement d'Hiroshima au Japon par l'armée américaine durant la Deuxième Guerre mondiale, Fukushima est en alerte rouge. La situation d'urgence a été décrétée mardi par l'autorité de régulation du nucléaire japonais NRA à la centrale du même nom. De l'eau hautement radioactive s'écoule au large de la centrale vers l'océan Pacifique. Dimanche, l'opérateur de la centrale nucléaire japonaise TEPCO avait communiqué la première estimation publique des fuites radioactives dans l'océan Pacifique depuis la catastrophe du 11 mars 2011. Entre 20 000 et 40 milliards de becquerels ont fui dans les eaux de l'océan de mai 2011 à juillet 2013, estime Tokyo Electric Power Co. TEPCO. C'est la première fois que TEPCO publie ses estimations depuis le gigantesque tsunami qui a profondément endommagé la centrale de Fukushima à la suite du violent séisme du 11 mars 2011. Accident le plus grave depuis la catastrophe de Tchernobyl 25 ans plus tôt. Face à son incapacité à contenir ces fuites radioactives dans l'océan, TEPCO a avoué fin juillet que l'eau souterraine pleine de tritium, strontium, césium et autres éléments néfastes pour la faune maritime et l'homme ne stagnait pas sous terre comme prétendu pendant des semaines, mais allait jusqu'à l'océan.